Bon, finalement, cette trame de l'alchimie, on va dire qu'il y a est-ce qu'elle a un côté universel, ou est-ce que c'est propre au métallique, ou est-ce que, par exemple, on peut la retrouver dans le travail sur le végétal, les plantes, en spagyrie, sachant que tu pratiques beaucoup cet aspect de travail de laboratoire. Ça obéit à la même trame, en tout cas pour les élixirs que nous élaborons. C'est extrêmement fidèle, mais ramené dans le domaine végétal. Hein, on retrouve le même déroulé. Bien sûr, d'un côté, c'est adapté au végétal, de l'autre côté, c'est adapté non seulement au minéral, mais aussi à une recherche philosophique. Mais c'est la même philosophie qui est à l'arrière-plan des deux. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que l'élixir spagyrique, l'élixalbe, eh bien, renferme tous les principes et toutes les matrices. Et c'est ce voyage qui va être thérapeutique. C'est-à-dire que le résultat, l'élixir spagyrique, biodisponible, entre parenthèses, c'est avec des plantes qui ne sont pas traitées, puisque de plus en plus, ce sont nos propres plantes, depuis la mise en terre de la graine jusqu'à la floraison, hein, que l'on travaille. Eh bien, tout ce déroulé va réveiller un déroulé alchimique chez la personne. Ça ne va pas venir lui imposer, mais ça va venir l'aider. Ça va venir accompagner ce processus alchimique, un peu comme si nous étions nous-mêmes, chacun de nous, le laboratoire. Chacun de nous, nous avons ces matières, nous avons ces feux, nous avons ces creusets, tout ça est en nous. Et donc le fait d'ingérer ce type d'élixir permet justement de remettre en marche, de remettre en circuit ce processus alchimique. L'aboutissement n'est pas tellement d'obtenir, par exemple dans l'alchimie du grand œuvre, de l'or, hein, mais de prendre conscience qu'il y a une matière considérée comme de l'or vulgaire, par exemple, hein, quelque chose de vil, de pas cher, hein, qui va pouvoir entrer dans un processus évolutif adapté à notre propre processus intérieur évolutif. On ne peut pas partir de l'or, parce que l'or est abouti. Et donc, il est, quelque part, il est bon pour cette nature, enfin il est bon, il est quand même présent dans cette nature, mais il n'apporte pas de transmutation de conscience. Il ne fait que bloquer le processus de conscience. On le voit, l'or de ce monde, hein, la référence à l'or de ce monde, eh bien, c'est ce qui provoque aussi les conflits, les guerres, etc. Alors que l'or alchimique, eh bien, on part de matières viles, tout le monde peut les prendre, c'est facile. Et à partir de ce moment-là, un processus bien mené va nous donner une pierre philosophale qui, orientée, va pouvoir transmuter, non pas le plomb en or, mais l'or extérieur, qu'il soit transmuté au moment où la pierre philosophale est ensemencée de cet or. Eh bien, il y a déjà là une mutation de l'or par la pierre philosophale. Une mutation de l'or. Ce qui fait que sur un plan subtil, ça peut alléger le poids de l'or extérieur et le rendre moins important dans la conscience. Et éviter peut-être, certainement d'ailleurs, des guerres, des conflits et les horreurs que l'on connaît depuis l'or. Hein, l'or qui est assimilé aux dieux. Hein, voilà. Donc il y a comme si on prenait ces dieux, cet or extérieur, et on lui redonnait ses lettres de noblesse grâce au travail de la pierre philosophale. Donc la matière première avec laquelle on travaille l'alchimie, ce n'est pas de l'or. On croit que ça pourrait être de l'or, d'ailleurs dans les livres c'est mis l'or. En fait, il est question d'un or en puissance, comme nous sommes en puissance. Donc il est tout à fait adapté à notre processus intérieur. L'or extérieur, en fait, a besoin d'être transmuté par l'or dit vulgaire. L'or dit vulgaire, ce n'est pas de l'or, bien sûr. Il y a l'idée de retrouver des matières avec lesquelles il est possible de retrouver un processus de végétabilisation, c'est-à-dire de progression, d'entrer dans le circuit de la vie
hein, mais ce n'est pas possible avec l'or. L'or, il est abouti, il est mort. Il est parfait, il est mort. Mais il est parfait par rapport à ce monde. Et ce qui est parfait par rapport à ce monde, c'est la lumière. C'est Lucifer. Voilà, ça c'est parfait parce que c'est les maîtres de ce monde. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que c'est nous qui les alimentons. Donc à nous de se défaire de cet or extérieur, je dirais pourquoi pas ne pas le mépriser, hein, pour pouvoir, et le mettre sous le coude, hein, pour pouvoir faire son processus sans cet or extérieur, et à un moment donné, au contraire, aller chercher cet or comme si c'était une matière à transmuter. Donc tu méprises l'or. Cet or-là, oui, 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 il doit être méprisé de manière à aller rechercher son or intérieur en mouvement, vivant, et c'est cet or intérieur vivant qui va pouvoir récupérer ce rebut, cet or extérieur plombant pour le transmuter. Il faut transmuter cet or. Faut, vous savez, le poisson pourrit toujours par la tête. Hein. C'est au niveau de la tête. La tête, le summum, c'est l'or. Eh bien, il faut ramener cet or dans le mouvement de la vie. Et pour cela, il faut que l'être incarné ait à disposition des énergies biologiques pour pouvoir ne plus être piégé par cet or extérieur, c'est-à-dire l'or de la réussite extérieure ou l'or de la réussite occulte dans l'au-delà, avec les maîtres, les égrégores, etc. Tout ça, ça fait partie du monde chuté, spatio-temporel, mais dans l'espace-temps, voilà, nous avons à dégager des matières dites vulgaires, viles, hein, et les ramener. Elles vont nous aider à élaborer un processus alchimique de pierre philosophale authentique. Et à ce moment-là, la première mission, c'est de transformer les pouvoirs extérieurs, dont l'or est le matériau. L'or, pas l'or vulgaire justement, mais l'or extérieur. L'or abouti. L'or qui, en fait, est parfait, donc il est mort. Donc c'est une imperfection, un insoluble, qui va nous aider à réajuster notre alchimie. Par exemple, bon, je prends une matière au hasard comme ça, le noyau de la Terre, il y a beaucoup de fer, hein, avec un peu de nickel. Et pourquoi ne pas attirer vers la surface de la Terre cette information fer avec du nickel, très peu. Et pour ça, il faudrait trouver une matière aimante de ce fer, donc un aimant. Hein, et dans certains écrits alchimiques, il nous donne quelques petites précisions sur quel type de matière va attirer ce fer. Le fer, c'est aussi l'épée. Qui dit épée dit aussi chevalier, voire Saint-Michel. Sur la grande place de Bruxelles, on voit le Saint-Michel tout en haut de la flèche de l'hôtel de ville, hein, prêt à descendre pour attiré par une matière incarnée qui est le dragon, la dragonne. C'est Notre-Dame de Paix à Bruxelles, hein, à côté du roi d'Espagne. Là, on voit une relation entre un aspect Mars, fer donc, et un aspect terre, une terre aimante. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a tout un déroulé qui pourrait se faire en correspondance avec notre état d'être terrestre. Si on est sur Terre, on n'est pas sur l'or, hein, sur le Soleil. L'or que nous avons sur Terre n'est pas le vrai matériau du Soleil. Hein, c'est de l'or du Soleil, on va dire, mais de la Terre. Et donc, c'est pas l'originel. Alors on se débat là-dedans, mais ça ne peut pas être libérateur. Le véritable or, on le trouvera quand on sera un esprit solaire, par exemple. Enfin bon, la véritable alchimie reste quand même de prendre des matières dites viles, hein, et de les amener à travers un processus à être quelque chose qui va transmuter les matériaux qui lui sont confiés. C'est le sens de l'alchimiste qui transforme et qui se laisse transformer par les matières avec lesquelles il opère. Mais s'il travaille avec de l'or extérieur, eh ben, il est plombé. Il est plombé, il est mort parce qu'on lui a donné une perfection tout de suite. C'est comme si on donnait une fortune à un gamin qui n'a pas travaillé. Donc c'est foutre en l'air l'incarnation de la personne. Donc voilà, ça peut poser question, effectivement.
Et c'est pour ça que dans nos livres, on parle Oui, de tu ce as processus des alchimique. livres qui proposent, qui développent ta pensée. Oui, oui, tout à fait. C'est notamment avec l'alchimie gnostique individuelle, ça explique tout ça. Ça parle de pas mal de choses. Encore une fois, mes livres ne se lisent pas comme des romans, c'est impossible. Mais bah, vous feuilletez, vous regardez, vous lisez un chapitre, un texte. Voilà. Il faut se laisser porter. Hein. C'est un rassemblement d'indications qui sont là depuis 35 ou 40 ans. J'ai chaque fois noté parce que j'avais pas envie de les perdre. Je me suis dit ça peut servir. De la même manière que ce sont des livres que j'aurais aimé trouver auparavant. Donc je les ai écrits dans ce sens-là. Il y a aussi un livre pour les verbalisations de tout ce qui est tarot, yiking, etc. Donc ça c'est un peu la Bible des thérapeutes, hein, et qui va en relation aussi avec ce poster, cette roue du yiking, dans lequel on a fait la synthèse avec entre les lames du tarot, les runes, les lettres hébraïques et les hexagrammes du yiking. Hein. Et ici, nous avons toutes les verbalisations. Maintenant, au niveau philosophie, eh bien, nous avons cette alchimie gnostique individuelle. Hein. Et puis, nous avons aussi, au niveau des grottes cathares, tout un déroulé initiatique à travers les grottes cathares de Ussat-les-Bains, où on voit qu'il y a 700 ou 800 ans d'ici, eh bien, ils vivaient un processus à leur manière à eux, beaucoup moins intellectuel que de notre temps. Notre temps est beaucoup plus sur l'aspect tête. Eux, c'était l'aspect cœur. Il y avait aussi les chevaliers sur l'aspect bassin. Donc on voit toujours un travail gnostique de tout temps. Et les livres parlent de ça. Voilà. Et tu as d'autres projets, j'ai cru comprendre que tu parlais d'un travail de spagisophie. T'en es où de ce travail? Ça va Oui. faire l'objet d'un livre, d'une Encore un, oui. formation, d'un cours? Mais disons que ce sera une grande synthèse de toutes ces approches. Il y a eu plusieurs approches. La dernière, c'est très puissant avec le tableau de Mendeleïev. Comment... Mais tu en parles déjà dans un des livres. Oui, tout à fait, je parle déjà. Il y a juste quelques verbalisations que je n'avais pas à cette époque-là, donc c'est pas vieux pourtant. Mais là, voilà, le tableau est complet maintenant. Et de quelle manière on peut voir le passage de cette roue du yiking, hein, le passage entre là et le tableau, les 118 éléments de Mendeleïev. Et là, il y a des choses intéressantes parce qu'on voit que c'est une démarche apparemment à l'opposé, pas à l'opposé, mais complètement différente. Et en fait, il s'agit de trouver des ponts entre les deux. Et là, il y a un éclairage qui nous est donné sur la structure intérieure de l'homme, son hydrogène, son hélium, son lithium, etc. Et là, nous avons sorti une roue ici où il y a les 64 éléments de Mendeleïev de la période 6 et la période 7. Et nous avons aussi les éléments de l'autre côté où il y en a 61. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une roue du yiking qui met un parallèle entre les hexagrammes, hexagramme ciel, hexagramme terre, avec les éléments de Mendeleïev. C'est très intéressant de voir, par exemple, vous avez un arcane, pas un arcane, un hexagramme, le mot c'est marmite ou chaudron, chaudron alchimique, et vous avez une matière très importante dans le grand œuvre qui lui correspond pile. Et une autre matière, toujours, un autre élément, le Mendeleïev, qui est le einsteinium, une matière radioactive. Donc, et il y a une verbalisation de toutes ces matières de Mendeleïev. C'est assez déroutant, au niveau thérapeutique, c'est assez déroutant et assez extraordinaire quand on utilise ce type de verbalisation en thérapie. L'arrière-plan qui nous permet cette synthèse reste quand même les 3 œuvres alchimiques. D'où l'importance de vivre cette alchimie. Et de tout temps, nous n'avons pas eu accès à cette alchimie.
je pense que, vu ce que nous vivons en ce moment, eh bien, c'est peut-être pas un hasard, je ne sais pas par où ça passe, mais il est possible d'aller directement à un enseignement de première main. Et nous essayons de participer avec nos petites connaissances à cet enseignement de première main. Donc pour toi, l'alchimie opérative a vraiment du sens et une utilité à notre époque. Oui, c'est un enseignement de première main. C'est un enseignement de première main, ça ne se donne pas comme ça. Il faut maîtriser un petit peu quelques termes, quelques parallèles que l'on peut faire, mais à un moment donné, le processus qui est vécu en quelques jours peut représenter des centaines de vies, hein, des centaines d'incarnations qui nous permettent justement de synthétiser tout cela. Hein. Et nous vivons une période, à la fois on peut tout perdre, et à la fois vraiment récupérer l'essentiel du sens de nos incarnations. Mais le fait de voir le processus au creuset, dans sa complétude, ce qui n'a pas toujours été le cas pendant des dizaines et des dizaines d'années en ce qui me concerne, eh bien le fait d'avoir le processus complet, ça agit au niveau cellulaire. Donc cette alchimie, ce grand œuvre se réalise de toute manière. Et on obtient une pierre philosophale, adaptée à la personne. Et qui se matérialise dans le travail qu'a fait un opérateur. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un opérateur, un opératif. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et avec le recul, on se rend compte avec un ami qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin que chacun travaille au fourneau. Mais il peut y avoir une réunion de certaines personnalités à même de vivre cette alchimie sans être obligé de le faire de manière opérative. Mais il faut au moins l'avoir vécu pendant quelques jours. L'avoir vécu. Mais est-ce que tu préconises une ouverture à un public plus large, on va dire, de cette forme d'alchimie, voire est-ce que tu serais pour l'alchimie pour tous? Alors, l'alchimie pour tous. L'alchimie pour tous, oui, bien sûr, tout le monde est à même de prendre conscience qu'il est un laboratoire, il y a de la température, il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a de la poussière, c'est pas donné gratuitement comme ça. C'est un outillage, c'est comme les 4 roues d'une voiture, on va dire, ces 4 éléments. Le iodé vavé, la terre, l'air, l'eau, le feu. Mais le chauffeur, c'est qui là-dedans? Quelle est la quintessence de ces 4? Voilà. Et c'est là où nous devons évoluer. Si on prend le milieu d'un carré et qu'on soulève, ça fait une certaine pyramide. Si on soulève plus haut, ça fait une autre pyramide. Plus haut, ça fait encore une autre pyramide. Donc ce sont tous des états de conscience par rapport à son noyau qui sont importants. Et à un moment donné, c'est de se rendre compte que toute cette magnifique pyramide, ce temple de feu, hein, pyros, pyromane, c'est le feu, eh bien, il n'y a pas d'issue. Donc, on peut donner tout ce qu'on veut comme information. Plus on monte et plus on a des informations précieuses, bien sûr. Mais ces informations précieuses en haut, elles tiennent parce qu'il y a le bas qui soutient les cailloux, les pierres d'en haut. Donc à un moment donné, il s'agit de pénétrer à l'intérieur de la pyramide. Et à l'intérieur, on a le processus. Et ce n'est que dans cette pénétration par la 17e assise de la pyramide de Khéops, eh bien, qu'il est possible de se rendre compte qu'il y a un processus alchimique complet. Mais jusque-là, on va chercher des alchimies élévatrices, des alchimies toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Là, on n'est pas prêt. Alors là, même si le véritable enseignement nous est donné, notre état de conscience est sur l'extérieur. Voilà, il est au milieu des mastabas, c'est-à-dire des cimetières. Voilà, c'est la mort. Donc le processus de vie véritable, il est à l'intérieur, au milieu de la mort. Donc là, ça demande une autre démarche. On arrête de nourrir les dieux. À ce moment-là, eh ben, la personne reçoit cet enseignement de première main. Et là, c'est l'alchimie pour tous, mais pour tous ceux qui ont une démarche vers l'intérieur d'eux-mêmes, et pas uniquement vers les dieux, les diables, les images pensées, les manipulations occultes, etc., les prières, les mantras, et qui l'éloignent de sa pyramide intérieure. Donc l'alchimie pour tous, de fait, non. Et lorsqu'il y a le déclic, de fait, oui. Donc l'enseignement n'est pas fermé. Les mêmes lectures que nous faisions il y a 20 ans, 30 ans, les mots n'ont pas changé dans le livre et nous comprenons tout à fait autre chose. Donc c'est nous qui devons changer. Et là, pour donner une image toute simple,
soit on est dans les grimpettes de la pyramide, soit à un moment donné, on va vers la face nord où le Dieu, le soleil extérieur, ne brille pas. C'est-à-dire l'or extérieur ne brille plus. On a démasqué cet or extérieur qui nous a épuisés pendant des vies et des vies. Donc on chope cet or-là, c'est-à-dire le rayonnement solaire, et on le fait pénétrer à l'intérieur de nous. Et c'est l'image du couloir descendant de la grande pyramide qui nous emmène par la bonne porte d'entrée, c'est-à-dire au niveau de la 17e assise et pas la 7e, comme ça a été fracturé au 8e siècle par le calife Al-Mamoun, fils de Haroun al-Rachid, hein, c'était pas n'importe qui. Eh bien, la première chose, c'est la descente, par le couloir descendant. On pourrait parler d'un pingala descendant, hein, jusque dans la chambre souterraine. Et là, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas prêt à comprendre l'alchimie. Et là, on décide de repartir, de sortir, on se dit on n'est pas prêt, on va repartir sur des alchimies extérieures en honorant le dieu or, le soleil extérieur, et non pas le soleil intérieur. Mais juste avant de sortir, il y a une pierre de granit, une pierre noire, qui nous donne une indication, cette pierre noire, ce condensé d'insoluble, ce caput mortuum qui est là, eh bien, de forme triangulaire, et d'ailleurs il y a 3 pierres, hein, donc ça veut dire 3 et 3, hein, les 3 aspects de la materia prima, les 3 aspects du feu secret. Eh bien, c'est comme si la pyramide intérieure nous disait, tu n'es pas seul, tu peux y aller, tu es accompagné par ton insoluble. C'est ça le véritable gourou, notre maître qui ne nous trompera jamais et qui nous donnera toute la vérité sur toute l'alchimie. C'est un insoluble, c'est notre insoluble. C'est là où il y a le message d'un maître qui tend, un peu comme l'épinoïa, qui cherche à nous sortir de la roue des naissances et des morts, hein, des guérisons et des maladies. Et c'est cette pierre qui est différente de tout le reste de la pyramide, qui est en pierre calcaire, c'est-à-dire périssable. Oh, pourquoi périssable? Parce que cette matière elle est orientée sur l'or extérieur. Donc l'or extérieur est tout à fait méprisable à ce niveau-là, parce qu'il appauvrit toutes nos incarnations en mettant un objectif à atteindre, alors qu'en fait le véritable objectif est déjà là, à nous de le reconnaître. Et pour cela, il faut être à l'intérieur de la grande pyramide, c'est-à-dire de s'accepter comme on est. Donc c'est tout un travail, je dirais, presque thérapeutique. Hein. Et les élixirs alchimiques, les élixirs spagériques et elixades, viennent pour accompagner, sans perdre de temps, ce type de processus. C'est net depuis 30 ans, nous avons vraiment l'expérience de cela. Justement, sans aller jusqu'à l'alchimie Bourtouche, c'est une boutade évidemment, mais est-ce que tu sens un mouvement dans l'humanité actuelle, si tu veux, un mouvement, un intérêt croissant vers l'alchimie sous ses différentes formes? J'aurais envie de dire oui, parce que les informations circulent. Maintenant, Oui, c'est vrai que maintenant on est surinformé, y compris dans des... si on veut avoir des éléments, on peut les avoir. Bah, les textes maintenant ils sont dans le domaine public. Oui, mais il y en a beaucoup. Aussi, on peut aussi se perdre, mais bon, moi je dirais, je ne sais pas s'il y a plus de monde maintenant. On parle de gens sincères, ressentant une sorte d'appel. Je pense que, ouais. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a toujours un nombre suffisant de manière à ce que quand le quorum est atteint, ça peut entraîner d'autres. Je pense qu'il doit y avoir c'est pas une élite, hein, mais un groupe suffisant pour faire basculer. On n'y est pas. Oui, il faut un minimum. Il faut un minimum, je ne sais pas quel pourcentage, mais ça ne doit pas être si élevé que ça, pour faire capoter le soleil extérieur et prendre cette énergie qui était orientée vers l'extérieur, de la ramener vers l'intérieur, qu'il y ait un retournement. Un retournement. Hein. Que le feu intérieur est forcément plus fort, plus insupportable presque, mais tout à fait supportable pour notre état intérieur. Eh bien, c'est un feu plus fort que le soleil extérieur, que l'or extérieur, qui est un feu, comment on appelle ça, un garde-froidure, pour ne pas qu'on se durcisse trop vite ou qu'on devienne froid. Eh bien, il y a cet univers qui nous garde tiède. Voilà.
L'or extérieur, c'est la tiédeur. Voilà. Ce n'est pas la chaleur. Il n'a pas de feu intérieur. Il est un assemblage de feux extérieurs, de renoncement. Les gens qui ont renoncé à la véritable alchimie, la pierre philosophale, l'or vulgaire, vulgaire dans le sens qu'il vient en respect de l'être banal que nous sommes, eh bien, à chaque fois que nous n'avons pas réalisé cette simplicité intérieure, cet or vulgaire intérieur, on l'a donné à l'or extérieur. D'où le pouvoir, un peu comme un électron qui est sorti du deuxième chakra, Ève, qui passe par le flanc et qui nous tourne autour. Voilà. Et depuis, on est électroniqué, électronisé, électrifié. Il y a de l'électricité partout. Et ça fait 130 ans que ça dure pour nous. Et ça fait exactement 130 ans qu'on vaccine. Donc on voit que l'humanité est plus que prête à recevoir ce processus intérieur, mais il est tiré vers des problématiques qui ne sont pas tout à fait les siennes, et ces problématiques le détournent de l'or intérieur vers l'or extérieur. Et du coup, c'est tellement fort qu'on croit que c'est cet or-là qui va nous donner la preuve que nous sommes sur le bon chemin initiatique alchimique, que je qualifie de gnostique pour vraiment marquer la différence. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est juste, c'est cet or vulgaire. Démarrer avec notre fer, notre nickel, notre, je ne sais pas, notre terre-mère, avec des feux adaptés. La terre-mère, elle est attirante. Et elle attire aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, elle attire le soleil pour le ramener à l'intérieur. Et elle attire l'intérieur pour le ramener vers la surface. Et la surface, c'est là où nous sommes, c'est pas épais, que ce soit par rapport à l'atmosphère ou par rapport à la qualité de la terre sur laquelle nos pieds sont posés. Eh bien, c'est de trouver ce juste milieu qui fait que le soleil, l'or extérieur, dégringole sur terre, il est démasqué, et le fer intérieur, qui a des potentialités solaires, puisse être remonté. Et c'est cette rencontre, grâce à cette terre-mère, qu'il va y avoir un feu incomplet extérieur et un feu incomplet intérieur. Et là, en même temps qu'on démasque l'or extérieur, eh bien, l'or intérieur va pouvoir petit à petit nous emmener dans un processus alchimique où on va avoir une matière qui va pouvoir enfin transmuter et l'extérieur et l'intérieur. Donner du sens au fait que l'humanité n'étant pas prête, il y a 4 milliards 500 millions d'années, eh bien, il y a du fer en grande quantité qui est venu se loger dans le noyau de la Terre pour nous remuer le cul, pour nous remuer, pour dire arrête de chercher l'or extérieur. Tu es dans l'incarnation, le rouge, pour intégrer cette rougeur. La couleur rouge est très liée à Mars, au fer. Le mot fer, enfin le symbole du fer dans le table de Mendeleïev, c'est Fe26. 26, c'est la numérologie en hébreu de Dieu. Yod, He, Vav, 10, 5, 6, 5, ça fait 26. Dans le tableau de Mendeleïev, eh bien, jusqu'à l'uranium, matière radioactive, U92, eh bien, jusqu'à l'uranium, ce sont des matières, on va dire, naturelles. À partir de là, eh bien, il reste, jusqu'à 118, des matières artificielles, ou qui viennent par artifice des 92 premières. Et de l'uranium à 118, de l'uranium 92 à 118, il manque 26, comme s'il manquait le fer. Donc, si on n'utilise pas le fer, eh bien, on est dans des matières artificielles, on est dans des artifices. Donc, le fer semble être très très important dans la voie sèche, mais... Je veux dire analogiquement. Voilà, le fer, c'est dans le sens que l'âge de fer, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de solide. Voilà. C'est un enseignement solide. Métaphore. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Après, il y a des personnes qui ont peut-être envie d'expérimenter à ce niveau-là. Ils verront peut-être des choses qui ne sont pas inintéressantes. Enfin, le processus alchimique demande vraiment une connaissance beaucoup plus globale que simplement la recette avec du cuivre, avec du plomb,
avec de l'étain. Certains utilisent l'étain, parce que l'étain est lié à Jupiter, et Jupiter c'est le dieu de cette époque, on va dire. Hein. Je ne parle pas d'homme politique qui se surnomme comme ça. Non, non, non. Le dieu de l'Olympe, Zeus, Jupiter, eh bien, c'est celui qui a vaincu son père, qui lui-même avait vaincu son père. Donc Uranus a été détrôné par Saturne, Saturne a été détrôné par Jupiter, et voilà, ça ne va pas plus loin. Et Jupiter est très lié aussi à Mars, hein, au niveau des chakras, mais enfin bon, c'est un autre discours. Voilà, donc c'est quand même important de voir qu'il y a alchimie et alchimie. Mais tout est bon à prendre, laisser mûrir, et puis ne pas ne pas être déçu d'être déçu, hein, ne pas être dans l'insatisfaction parce qu'on se retrouve dans un goulet, là on ne comprend plus rien, on a l'impression que c'est inversé, c'est pas confortable, mais il y a toute une alchimie biologique qui se déroule dans ces questions-réponses, qui appellent d'autres questions, qui cherchent d'autres réponses, et en parallèle de ce questionnement philosophique, eh bien, extérieurement, on rencontre des personnes qui font un bout de chemin eux aussi, et puis par moments, possibilité de trouver une opérativité qui nous montre la totalité du processus. On est là sur Terre que pour ça. Démasquer le soleil, l'or extérieur, l'or des lingots d'or, parce que c'est matière à conflit. Mais sur le chemin, il est peut-être bon d'avoir un petit lingot d'or, j'en sais rien, j'en ai pas. Hein, et puis de sous-peser la lourdeur, je crois que c'est le métal le plus lourd sur Terre. Et donc, c'est pas rien. Mais cette lourdeur, c'est pour nous pousser à trouver notre lourdeur intérieure, c'est-à-dire notre gravité, qui est beaucoup plus ancrante, hein, dans le sens de ancrage, beaucoup plus ancrante que la pesanteur. Donc il faut aller chercher une pesanteur beaucoup plus pesante que la pesanteur, c'est de la gravité. Et là, on va réconcilier les interactions de la physique quantique avec l'interaction gravitationnelle d'Einstein, qui estimait que la physique quantique, c'était certes fabuleux, mais qu'il lui manquera toujours quelque chose. Elle ne fera que diviser l'homme, l'éparpiller. Enfin, toutes ces approches-là sont intéressantes, mais on peut se perdre en physique aussi, hein, bien évidemment. C'est compliqué la physique quantique. On dit, oh là, l'ésotérisme, tu n'es pas simple, etc. Bon, attendez, Oui, prenons un peu de temps et on va trouver beaucoup de belles choses, alors qu'en physique quantique, il y a une insatisfaction de pire en pire. Ces gens-là font leur spiritualité avec la physique quantique. C'est très compliqué, très 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 compliqué. Richard Feynman, qui est prix Nobel quand même de physique, hein, disait « Celui qui dit qu'il a compris la physique quantique est un menteur ». Ah, c'était clair et net. Vous avez des gens comme Wolfgang Pauli, prix Nobel lui aussi, qui disait qu'il regrettait fortement d'avoir participé à ça étant la physique quantique. Il regrettait profondément de s'être commis à cette démarche qui est hypothèse sur hypothèse, qui est spéculation sur spéculation. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'étudier, c'est intéressant. La matière noire, l'énergie sombre, la matière ordinaire, l'électron, le proton, le neutron, le neutrino. Et bien, tout ça, c'est des descriptions de la materia prima et du feu secret. Le feu secret, on pourrait l'assimiler à la matière noire avec l'énergie sombre et la matière ordinaire. Et puis, le feu secret, la materia prima, on pourrait la voir avec le proton, l'électron, le neutron, et à l'arrière-plan du neutron, ce qui tient tous les six, c'est le neutrino qui traverse tout. On pourrait mettre une barrière de milliards de kilomètres d'épaisseur en plomb, le neutrino le traverse. Et le neutrino, je le relie à Marie-Madeleine, à Epinoia, la matrice qui n'a pas chuté. Mais pourquoi elle n'a pas chuté?
parce que c'est il est, si tu veux, une indication qu'il y a quelque chose en nous qui traverse une sorte de rémanence, hein, une sorte de rémanence. oui, qui est toujours là et active, et puissamment active, et qui nous apparaît comme quelque chose d'insoluble. Quelque chose, voilà. C'est la source du feu secret, c'est la source de la materia prima. Si on prend le feu secret, schématiquement, c'est un triangle pointant haut. La materia prima, c'est un triangle pointant bas. On a le sceau de Salomon, l'étoile de David. Eh bien, le noyau qui donne toute sa valeur, tout son fondement, c'est Epinoia. C'est aussi l'outil d'Epinoia, le neutrino. Moi, c'est comme ça que je le vois, le neutrino, qui traverse tout, toutes les alchimies extérieures, intérieures. Il y a toujours ce rappel pour dire « mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais dans l'acceptation profonde de ce monde. Ce monde, il n'est pas fait par hasard. La Terre, c'est le centre des centres des univers. Le système solaire, le centre, ce n'est pas le Soleil, ça c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est la Terre. Tout ce qui est après Saturne, il faut des appareils pour les voir. Tout ce qui est au niveau atomique, il faut des appareils pour le voir. Mais il y a un truc entre les deux où il n'y a pas besoin d'appareils, c'est notre nature directement qui la voit. Et depuis Galilée, ça a été sorti. Voilà, on s'est orienté sur l'extérieur, sur l'or extérieur, la réussite extérieure, le pouvoir extérieur, l'or extérieur, le soleil extérieur. Il est extérieur à nous, je regrette. Le matin, on se lève, on regarde le soleil, on voit qu'il se déplace. C'est lui qui tourne autour de la Terre. La Terre est porteuse d'une centralité que les croyances nous empêchent de connaître. Ce sont toutes nos croyances relayées par les religions, par les sciences, par toutes ces démarches pseudo-spirituelles qui nous éloignent de la centralité de la Terre. Et donc, tant qu'on s'éloigne, on se réincarne, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est d'ici que tout démarre. Depuis cette Terre, qui a toujours existé, mais qui s'est déplacée sous telle apparence, sous telle couverture. Voilà, elle a englobé un soleil, elle a chassé la lune, et auparavant, elle s'est chassée d'un soleil. Voilà, elle est dans un positionnement, d'un équilibre unique de tout l'univers, et tout ça pour que la conscience puisse travailler. Ce que nous sommes en train de faire, on ne pourrait pas le faire ailleurs. On le fait sur Terre, sur cette fragilité. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les questions non plus. Il suffit de 2 degrés de température de plus, on a de la fièvre, on va se coucher, on est bon à rien. Voilà, c'est une fragilité sacrée, la vie. Et là, l'alchimie a des réponses à donner. Il y a un processus qui vient se lever sur cette terre avec son électromagnétisme et toutes ses valeurs, tout ça. Ce processus alchimique vient se lever là-dedans et dit, bon, voilà, je prends ça j'ai besoin, et à un moment donné, allez, maintenant, on enclenche ce processus alchimique. Et à ce moment-là, on s'incarne dans un contexte, puisqu'on est prêt, on est mûr, où il va y avoir une ou des rencontres qui vont nous aider à enclencher ce processus alchimique. Et la Terre, c'est une matrice qui est en attente. Certains vont parler de l'antimoine, par exemple, ou vont parler de l'étain ou du zinc, peu importe. Il y a des matières comme ça qui sont à même de nous aider à traverser tout un processus alchimique, ni trop haut, ni trop bas, ni dans le noyau de la Terre, puisqu'on ramène en surface, ni au plus profond des célestes, puisqu'on ramène un nitre, un feu particulier, qui va venir se cristalliser dans les étables. Donc là où ça pue, la pisse, voilà. Et on voit le ciel qui est capté par des choses inférieures. Et la matière qui est inférieure, on va l'élever. Donc il y a tout un mouvement qu'on retrouve dans le sceau de Salomon, et tout ça est dirigé par le neutrino, par Epinoia, par Marie-Madeleine. Et l'ensemble de la structure qui se tient, c'est le Christ, autour d'un noyau Marie-Madeleine. Et les deux ensemble, le mouvement qui fait entre le noyau et puis le sceau de Salomon, là, le Christ, eh bien, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc tout con.
il ose mettre le feu dans toutes les croyances divines. C'est que ça change, hein. Ça dérange beaucoup ça. Et pourtant c'est l'évidence. Ok, bah écoute, merci beaucoup Tony pour cet exposé. Ben moi je te remercie. On fait ces rencontres régulièrement. On ne sait pas comment ça commence. Et on sait pas, on en refera d'autres, hein, de partager à ce niveau-là.